Henry Ford a dit « Se mettre ensemble est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite ». Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Cette phrase emblématique d'un groupe ivoirien qui malheureusement a perdu un de ses membres totémiques le 22 mars 2022, c'était il y a un an déjà. Eh bien, on en parlera aujourd'hui sur le plateau de PPLK et on aura un autre invité que vous allez découvrir dans le sommaire dans quelques instants. Pour l'heure, on va accueillir la table présente aujourd'hui. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. Alors, comment ça va avec ce beau gilet aujourd'hui? Oh, ça va super bien et je vois que tu nous apportes de la bénédiction et de la prospérité à travers cette couleur verte qui te va si bien. Je reçois et recevez. Ah, on reçoit aussi. Amen. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors... Je suppose que tu es passé voir Manadia confirmé pour prendre la place de... Morissette Aolia. La cravate et la petite pochette comme ça assortie. Oui. Très beau. C'est l'élégance. Oui. Franchement, rien à dire. Merci. Tu es tout beau aujourd'hui. Bonjour Romaric. Bonjour Eva, comment ça va? Bah, je vais très bien. Tu es également tout beau. Merci, j'attendais le compliment aussi. Merci. On découvre le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, hommage au chanteur Jean-Roger Adam, disparu il y a maintenant un an, en compagnie de Willy Gavara, membre du groupe Zouglou Makers. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à Guigui le vrai grouilleur, influenceur-chanteur qui s'insurge contre le SOS fait par certains chanteurs en difficulté. Vos rubriques préférées seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Allez, oui, restez bien en notre compagnie, vous l'avez compris. Émission très riche, prolifique aujourd'hui, avec déjà Willy Gawara qui sera présent dans quelques secondes seulement pour parler donc de Jean-Roger Adam, parler de Zouglou Makers et de comment est-ce que le groupe continue ses activités. Place au sujet. Jean-Roger Adam, chanteur, il a appris le métier aux côtés de David Taïro. Il travaillait en effet dans le studio de Totorino comme choriste et à cette qualité, il a accompagné de nombreuses célébrités de la chanson lors de plusieurs concerts. Puis naît le groupe Zouglou Makers dont il est le pilier central. Ses amis et lui font des prestations d'anthologie sur les grandes scènes d'ici et d'ailleurs. Malheureusement arrive ce jour fatidique du 22 mars 2022. Jean-Roger Adam, grand chanteur devant les hommes, rejoint l'Éternel pour toujours. Un an après, ce 22 mars 2023, ses amis de Zouglou Makers, la famille Zouglou et les Zouglouphiles se souviennent de Jean-Roger. Willy Gavara sera là dans quelques secondes pour évoquer avec nous son souvenir. Willy Gavara sur le plateau de PPLK. Alors, Zouglou Makers, comme bien souvent, les groupes Zouglou, c'est beaucoup plus de monde qu'on ne voit devant la caméra. À la base, Zouglou Makers, c'est 7 personnes. 7 personnes. Oui. Comment ils se forment? Zouglou Makers se forme déjà en 2007. En 2007, par Jean-Roger Adam, paix à son âme. Et donc Jean-Roger réunit certains requins de studio pour pouvoir former le groupe en vue d'égayer les Ivoiriens, les mélomanes dans les tavernes, les maquis, restaurants. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que dans les années 2006, 2005, 2006, 2007, il y avait beaucoup d'artistes qui allaient rester en Europe. Et donc il n'y avait personne ici pour égayer le public. Et donc c'est en vue d'égayer les gens ici, pendant que les artistes sont en Europe, que Jean-Roger forme le groupe. Et donc, il appelle les requins de studio, comme Petit Caillou, comme Samuel et autres, pour pouvoir former le groupe. Et Jean-Roger lui-même était un dinosaure, je dirais, des requins de studio. On a reçu plusieurs artistes ici qui en ont parlé, par exemple El Commandante, qui a fait également beaucoup de studios, et qui disait qu'on ne pouvait pas compter le nombre d'albums sur lesquels Jean-Roger a posé sa voix. C'est pas faux, c'est pas faux. Jean-Roger, moi je l'appelais toujours la bibliothèque. Wow. Parce que Jean-Roger a fait beaucoup d'artistes. Et comme c'est quelqu'un qui aimait pas se montrer, qui aimait toujours mettre les autres devant et lui-même rester en retrait. Et donc c'est quelque chose qui ne se voyait pas, qui ne se savait pas, sauf lorsqu'il le disait lui-même. Mais voilà, on a remarqué que depuis sa mort, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir et vraiment c'est à saluer aussi. Moi je pense que la sélection du frère Jean-Roger n'a pas été faite par hasard. Parce que bon, déjà toi à la base tu faisais du reggae, du coup tu te retrouves au Zouglou, n'est-ce pas? Petit Caillou qui était chef chez Tikendia, c'est ça non? Samuel chez Pierrette Adams. Ouais. Et il y a Mike qui était chez Noé. Ouais. Voilà, donc c'est une sélection qui a été faite, triée sur le volet. Pour réunir ces gens de personnes. Il a pris les meilleurs en fait. Oui, les meilleurs.
Ouais, il a pris parmi les meilleurs. Parce que ce n'était pas forcément les meilleurs, il y a plusieurs meilleurs, mais il a pris parmi les meilleurs. Et parmi vous, il y a un qui était là que je ne me rappelle plus, qui accompagnait les Kassav quand les Kassav venaient jouer en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Stéphane Finn, le magicien, notre guitariste et chef d'orchestre. Voilà, qui accompagnait Kassav aussi. Et donc Jean-Roger a pris certaines personnes avec qui il a partagé plusieurs scènes avec ces artistes-là. Et donc, c'est sur ces scènes-là qu'il rencontre Petit Caillou. Il était avec Petit Caillou dans l'orchestre King Solo de Gadi Sely. Et il a rencontré aussi Samuel, tout ça. Donc, c'est des gars qu'il a pris, qu'il a rencontrés sur les scènes qu'il a faites. Moi, il faut dire que moi j'intègre le groupe en fin 2011, 2012. Donc, voilà, je prends le train en marche. D'accord. Et puis bon. Mais quand tu prends le train, vous étiez dans les interprétations? Oui, on était encore dans les interprétations. Mais comment vient l'idée d'un album? Jean-Roger, déjà depuis la fondation du groupe, il avait cette petite idée-là derrière la tête. Et donc, à mesure des répétitions et tout, il nous disait à chaque fois que, écoute les gars, on ne va pas faire ça toute notre vie. Il faudrait qu'on passe à un autre cap à un moment donné. Et donc, à chaque fois qu'on répétait, et même à chaque fois qu'on jouait, on mélangeait dans notre répertoire des chansons, des compositions qui lui étaient propres. Déjà, et voilà, c'est au fur et à mesure de tout ça qu'on a commencé à composer même des chansons pour le groupe. Oui, Désiré. Oui, moi j'aimerais revenir en fait sur cette journée du 22 mars 2022. Dans quelles circonstances tu apprends cette triste nouvelle? Moi j'étais allé rendre visite à un grand frère dans un bureau et déjà, j'ai ressenti comme son agonie. J'ai ressenti son agonie pendant que j'étais dans le bureau. Ah bon? Parce que j'ai eu froid tout d'un coup. J'étais en train de conclure une affaire avec un grand frère. L'affaire s'est bien passée, tout et tout. J'ai l'argent dans ma main. Mais j'étais triste tout d'un coup, quoi. J'étais triste, j'ai commencé à avoir... Sans que tu puisses l'expliquer. Ouais, sans que je puisse l'expliquer. J'ai dit, mais écoute, j'ai de l'argent dans ma main, je comprends pas. Normalement, je devais être en jaillet, tout ça, mais j'ai commencé à être triste. J'ai commencé à avoir froid. J'ai pris des médicaments, mais ça n'allait pas. Comment on dit dans le jargon, j'ai cassé le tuyau près de 4 fois. Okay. C'était chaud. Et quand j'ai quitté le bureau du grand frère, j'ai dit, écoute, je vais m'asseoir quelque part. Lorsque je me suis assis dans le coin, que mon manager m'appelle. D'abord, quand je me suis assis, c'est un peu comme si je fuyais quelque chose. C'est un peu comme si je fuyais quelque chose. Je ne voulais pas avoir mon téléphone sur moi. Je me suis assis, à peine je voulais fermer mon téléphone. Mon manager m'appelle et me dit, Willy, il faut que tu nous trouves à l'hôpital, le vieux va pas bien. Mais avant ça, Jean-Roger avait traversé déjà une période de maladie. En 2015. En 2015, où il avait été très affaibli, très amaigri surtout, on le voyait. Et puis après, il avait repris du poil de la bête. On se disait que c'était passé, c'était derrière lui et que le meilleur était à venir parce qu'il avait repris physiquement même, il avait repris des couleurs et tout. Déjà, comment vous avez vécu la première période de maladie en 2015? Il faut dire qu'en 2015, il avait pris un gros coup de fatigue. C'était de la fatigue? Oui, il avait pris un gros coup de fatigue. C'est pas facile notre métier. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent qu'à un moment donné, on jouait du lundi au lundi. On jouait du lundi au lundi. Lundi, tu peux faire 2 spectacles. Mardi, 2 spectacles. Mercredi, 2 spectacles. Quand c'est le week-end, samedi, 3 spectacles, 4 spectacles. C'était fatigant. Et à un moment, Jean-Roger s'est retrouvé seul là-dedans. Il s'est retrouvé seul là-dedans. Et pendant pratiquement 1 an, avant qu'on ne me fasse appel. Voilà, et quand je suis venu, les spectacles aussi étaient enchaînés. Eva, c'est pas facile. Et donc, il avait pris un gros coup de fatigue. À vrai dire, il était amaigri, il était fatigué et tout. Et c'est véritablement à cette période-là que, je ne dirais pas qu'on s'attendait, mais à cette période-là, on se disait que... C'était délicat, en fait. C'était délicat. Voilà. C'était délicat. Et là même, en 2015, quand on a fait le concert au Palais de la Culture, il était encore affaibli et tout. Malgré cela, il a pu chanter. On se disait que c'était bizarre. Mais après... Voilà, il a pris une longue période de repos, il est retourné aux États-Unis, il s'est reposé, il est allé en France, il s'est reposé, il s'est bien soigné et tout. Ça allait. Et donc, il faut dire que ça, on n'a vraiment pas vu ça venir. En fait, dans le fond, c'était une question de fatigue. Sa maladie en 2015. La maladie en 2015. Et l'année dernière, est-ce qu'il est retombé malade? Non, il n'est même pas retombé malade. Jean-Roger n'était pas malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Roger n'était pas malade. Il a fait un malaise. Il a fait un malaise dans la nuit. Sa femme était là, et puis bon, je crois, le matin, il allait de lui-même à l'hôpital pour faire des vérifs.
Voilà, c'est arrivé là-bas que... Est-ce qu'avant ça, vous avez décelé des signes que quelque chose n'allait pas, il n'était pas bien? Même pas. Une semaine avant, on était à Paris. On était à Paris avec lui, sa femme et tout. On était à Paris, il se sentait bien. On a même travaillé à Paris, on bossait, puisqu'on bossait sur l'album. Et puis, c'est quand on est rentré qu'une semaine après, il est... Voilà. Donc il part le 22, donc le 21, il se sent mal, il va à l'hôpital. Dans la nuit du 21 au 22, qu'il se sent mal. Et donc c'est le matin. Le matin, il part tout seul. Il part tout seul à l'hôpital avec son épouse. Ah, d'accord. Voilà. Mais quand tu appelles et que tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce que tu trouves là? Ben, écoute, quand j'arrive à l'hôpital, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Le manager voulait juste nous rassembler. Il ne voulait pas nous informer au téléphone. Il voulait juste nous rassembler. C'est quand nous tous, on s'est retrouvés à l'hôpital, qui nous a dit, ben, écoutez les gars, je vous ai appelé parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, le vieux est parti. Et vraiment, c'était comme un coup de massue, quoi. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez à la fatigue? Parce qu'à vos débuts, il n'y avait qu'une seule date dans toute la semaine. Et après, vous devenez du lundi au lundi. C'est-à-dire que d'une seule date, vous jouez du lundi au lundi. Mais qu'est-ce que le manager dit de ça? Il n'y avait pas eu un jour de repos, mais 2 jours, c'est 7 sur 7. Côté fatigue, comment vous gérez ça? Ben, à un moment, on a mis fin à ça. Nous-mêmes, on s'est dit qu'il fallait qu'on se donne un jour de repos et tout. Donc, du coup, on avait choisi le lundi comme jour de repos et les jeudis comme jour de répète. D'accord. Voilà. Donc, mais d'une date à commencer à jouer 7 sur 7, c'est venu de quoi? C'est le travail du manager, c'est le travail du groupe? C'est tout un ensemble, le travail du groupe et le travail du manager. Le manager, il peut vendre son groupe, mais c'est parce que déjà le groupe accomplit un bon travail. Et paraît que ça vous a donné la grosse tête, les cachets ont monté. Non, pas la grosse tête. Pas la grosse tête. D'accord. Et le commandant T dont on parlait à l'instant... Poison. Oui, il a un mot qu'on va écouter. Voilà, salut, je suis le commandant T, juste rendre hommage à Jean Roger. Un ami avec qui j'ai partagé plus de 25 ans de cabine de chant. Aujourd'hui, je suis sur les mêmes micros. Normalement, on devait le faire ensemble. Mais c'est la vie. Voilà, je vais juste encourager ses enfants à tenir le coup et son épouse. Voilà. Ciao. Merci, El Commandant. Merci, El Commandant. Alors, aujourd'hui, Anaconda disait, vous avez sûrement appris donc, je veux dire, des erreurs. Parce que tu l'as dit, il ne s'est pas suffisamment reposé, il donnait tout pour le groupe. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes 4 aujourd'hui. Oui, nous sommes 4. Au départ, vous étiez 7? Nous étions 7. Oui. Nous sommes 4 parce que, voilà, le vieux est parti. Et on a 2 autres membres qui sont aussi partis. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Avant le décès? Non, c'est après le décès. Après le décès? C'est après le décès. Qui sont partis en France ou... Oui, ils sont allés en France. Mais pourquoi ils vont s'installer en France pour laisser le groupe? Il n'y avait plus d'entente? Non, je ne connais vraiment pas leur motivation. Je ne connais vraiment pas leur motivation. En tout cas, je pense que, pour ma part, je ne leur en veux pas. Parce que chacun a sa manière de gérer ses émotions. Il y a des gens qui, après le deuil, ou du moins pendant le deuil, qui se rétractent, qui sont dans leur coin. Il y en a d'autres qui... Voilà, donc je leur en veux surtout pas. Mais qui devient le porte-parole après le départ de notre frère Jean Roger, au sein du groupe? Je me permets de prendre la parole au nom du groupe, mais sous contrôle des autres, c'est-à-dire sous contrôle du chef. Tu n'as pas pu les maintenir. Alors justement, Jean Roger était le fondateur. Je ne suis pas le chef du groupe. Hein. Voilà, Jean Roger était le fondateur du groupe, il était également le chef. Le chef de groupe, oui. Maintenant qu'il est parti, est-ce que vous ne pensiez pas que c'était lui qui vous tenait ensemble, qui vous rassemblait? Puisqu'après son départ, il y a 2 autres qui font défection. Est-ce que ce n'était pas Jean Roger qui arrivait à vous maintenir ensemble? Jean Roger faisait beaucoup. Il y était pour beaucoup. Je veux parler de notre cohésion, de notre union, il y était pour beaucoup. Et bon, on pourrait le dire comme ça, mais comme je dis tout à l'heure, je ne connais vraiment pas leur motivation. Et donc voilà, je respecte leurs décisions, je prie pour eux. Qui sont ceux qui sont partis, puisque vous êtes 7, qui sont ceux qui sont partis? Il y a le batteur et il y a le percussionniste. D'accord. Mais sérieusement, je ne voudrais... Il y a des petits cailloux et Étienne. Mais je ne voudrais vraiment pas m'attarder là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Oui, on veut continuer de pleurer notre frère et lui dire qu'on l'aime. Est-ce que vous avez toujours de bons rapports avec les 2 qui sont partis? Bah oui, on se parle. Maintenant, quelle est la nouvelle organisation? Parce que maintenant, vous êtes 4. Oui, nous sommes 4. Pour les différentes scènes, on prend aussi des requins. On prend des requins pour nous accompagner. Donc, en fait, il y avait une cuisine interne où ça n'allait pas, mais comme le grand frère était là, personne n'en parlait. Non, Mais du coup, dès qu'il est décédé, 200 voix.
Ben, je ne connais pas leur motivation, mais il n'y avait pas de mésentente à Anaconda. Il n'y avait vraiment pas de mésentente. On se voyait tous les jours, on s'appelait tous les jours. Je pense que c'est de grands garçons. Ils ont juste pris la décision de passer à autre chose. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nouveau lead vocal qui se profile à l'horizon au sein du groupe? Un lead vocal, c'est moi. D'accord. C'est moi le lead vocal. Léo, du groupe Sans Façon, tu connais bien? Oui. Il a également une pensée pour Jean-Roger Adam. Yeah, Bouzikila, bébé, Iveso. Yeah, Beiseizo. C'est le Zouglou qui guide nos pas. Jean-Roger, merci pour tout. Oui, ici Léo Sans Façon du groupe Sans Façon, l'unité centrale qui façonne jamais façonné. Merci à la loi pour cet hommage rendu. Oui, pour ce jour spécial à notre icône, notre légende, très tôt disparu. Jean-Roger, précurseur des orchestres Zouglou ici en Abidjan, c'est pas un débat. Quand on transportait, nous Sans Façon, le Woyo, dans les bars et boîtes de nuit, on croisait ce monsieur avec sa clique. Il a mené son combat. Aujourd'hui, le Zouglou a retrouvé ses lettres de noblesse. À vous, voilà sa clique, Zouglou Maker qui est resté. L'héritage est lourd, mais je crois en vous. Alors, un an après le départ de Jean-Roger Adam, quelle est l'actualité du groupe? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous étions en train de finaliser notre album lorsque le vieux est parti. Et donc, présentement, nous sommes en train de le faire, de le finaliser. Cet album va sortir avec la voix de Jean-Roger? Oui, puisqu'il a chanté sur plusieurs chansons. Et cette chanson même que nous faisons sortir aujourd'hui, c'est une chanson qu'il a... On rappelle que c'est en exclusivité. Ouais, Aujourd'hui, pour la toute première fois, on va l'entendre dans quelques instants. Et donc, nous sommes en train de boucler l'album pour pouvoir le présenter aux Ivoiriens. Il y a combien de titres sur cet album? Nous sommes entre 10 et 12. Waouh. Wow. Quelle inspiration. Parce qu'on a toujours fait 12 titres sur nos albums. D'accord. Moi, je vais aborder un peu un sujet très important, puisque c'est vrai que là, c'est un peu un hommage, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la joie et tout. Quels sont les souvenirs un peu drôles que toi, tu gardes de Jean-Roger? Souvenirs drôles. Il était beaucoup moqueur. Il était beaucoup moqueur, il aimait attacher les gens. Il trouvait toujours des petits trucs à dire sur l'homme. Et toi, comme ça? Moi écoute, une fois on était sur une scène, je crois que c'était un jour de Tabaski. Et avant d'aller au spectacle, je suis passé dans pas mal de coins, j'ai mangé et tout. Et puis tout d'un coup, sur la scène, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. Donc je lui dis tout de suite à l'oreille, ah, vieux père, bon, moi j'ai allé dans le petit coin. Et puis après je viens, donc il faut chanter seul, pardon. Il dit ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Je pars dans le petit coin, à mon retour, dans le micro il commence à m'attacher. Le chihuahua, Chinois HB, Jacques Chirac. Et puis il fait comme ça. Il dit mais le vieux... Mais tu étais le seul à avoir compris, je pense que tout le monde avait compris. Non, bon, tout le groupe a compris. Ah d'accord, ok. Tout le groupe a compris et ceux qui étaient proches du groupe aussi ont compris. Donc j'avais honte. Voilà, il ne faisait que m'attacher tout le temps. Et il me disait toujours que lui, il allait venir chez moi tôt le matin pour couper mes cheveux. Waouh. Ah bon? Mais aujourd'hui, en tant que le porte-parole du groupe, il y a deux qui sont déjà partis. On espère que dans les jours à venir, dans les mois à venir, toi aussi, tu ne vas pas quitter le groupe, aller faire reggae pour laisser les autres. Non mais Anaconda, pourquoi est-ce que tu veux forcément t'attarder là-dessus? J'ai dit qu'aujourd'hui, là, on est le 22. Moi, je ne veux vraiment pas parler d'eux. Je leur souhaite bonne chance. Non, je parle de toi. Est-ce que tu ne vas pas quitter le groupe aussi? Non. Toi, tu restes moi, écoutez, moi, je crois encore au combat. Le combat continue. Je le mène toujours. Et j'essaie tant bien que mal de pouvoir m'attirer toutes les bonnes vibrations possibles pour pouvoir réussir ce combat-là. Très bien. Une dernière salve de témoignages. On aura Neki Neki et Jeff Colby qui vont parler également de l'homme. Salut, vous avez reconnu, c'est l'artiste Neki Neki. Oui, vidéo pour rendre hommage à quelqu'un qui a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Zouglou. Oui, Jean-Roger Zouglou Makers. Que son âme repose en paix. Vraiment, que Dieu pose sa main sur lui et qu'il l'accompagne dans sa dernière demeure. Vraiment, papa, je ne sais quoi dire de plus. Les mots me manquent. Rest in peace. Bonjour la famille,
Bonjour tout le monde, moi c'est Jeff Colby du groupe BAMS, la boîte à mélodie zougloutique. Voilà. Je fais cette vidéo ce matin pour dire encore merci à PPLK pour cet hommage que cette émission rend à notre grand frère qui est parti, qui nous a laissé, Jean-Roger. Voilà, ça fait vraiment plaisir à la famille du Zouglou. Jean-Roger, c'est quelqu'un que j'ai croisé 2 à 3 fois parce qu'on a bossé sur l'émission Zouglou Machine avec le groupe Révolution. Voilà. Donc, ce monsieur, pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'exemplaire. Voilà. C'est pas parce qu'il est parti aujourd'hui qu'on va dire ça. C'est vraiment une grande perte pour la musique ivoirienne. C'est vraiment une grande perte pour les Zouglous. Et je tiens à dire merci à PPLK pour cette émission. Et vraiment merci. Ça donne la force aux artistes, ça donne le courage, surtout à la famille zougloutique. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Roger Adom, c'était un grand monsieur. Quelqu'un de très humble également, de très joyeux. Moi, je me souviens qu'en 2015 ou 2016, je ne sais plus, je revenais de Paris, Eric Bédy m'avait donné une chaussure que je devais lui donner. et je pense qu'il était, parce que il était un peu, il sortait de sa maladie, un peu affaibli, mais il était toujours heureux, joyeux. Et c'est cette image, voilà, c'est cette image-là que je garde de lui. Merci. Alors, l'exclusivité, c'est mon dernier Woyo qu'on va regarder, et puis c'est pour vous, public de PPLK. Merci pour ce cadeau. Titre composé avant le départ de Jean-Roger, chanté par lui. Ouais. Je pense que les mélomanes vont le recevoir avec toute l'émotion qu'il y a derrière, parce qu'on pense à l'amour qu'il avait en le faisant. Alors, dernière question, pour ce 22, aujourd'hui c'est le 22, ça fait un an, est-ce qu'il y a des hommages ou des choses de prévues? Déjà, ce matin, nous nous sommes rendus avec tout le groupe, nous sommes rendus au cimetière pour lui faire un coucou. On a causé un peu avec lui. Je lui ai montré même comment est-ce que j'étais habillé pour l'émission. Montrer son t-shirt et tout. Et donc, tout à l'heure après l'émission, je dois faire un tour chez sa femme, discuter un peu avec elle. Je la salue même au passage. On lui fait un gros bisou. Maman Nina Adom. Bisous. Toutes nos pensées l'accompagnent. Donc, voilà, pour nous, le plus grand hommage, c'était de sortir ce titre-là. C'est fait. Et je pense qu'il est fier de vous. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, restez unis comme il aurait voulu que vous le soyez, en fait. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Willy. Merci d'être venu sur le plateau de PPLK pour parler donc de l'homme Jean-Roger Adom, grand monsieur. Ouais. Très grand monsieur. Et d'ailleurs, nous, on va garder cette image-là de Zouglou Makers en live. Et c'est là-dessus qu'on va se séparer. Merci. Merci encore. Merci, Eva. Bonne journée à toi. Chou, tu as quoi? Ça ne va pas, bro. Je sens les brûlures sur urine. Ah là, c'est pas bon, hein? Peut-être que tu as chopé une IST. Si c'est le cas, va à l'hôpital te faire soigner. Mais sache que tu as pris un gros risque d'attraper le VIH. Donc si tu es malin, désormais utilise Prudence. C'est un préservatif de bonne qualité et accessible à tous. Avec le préservatif Prudence que tu vois là, c'est 0 IST, 0 VIH et 0 grossesse non désirée. C'est pas faux. Préservatif Prudence, la qualité au meilleur prix. On vous l'a dit, cette émission aujourd'hui aura 2 parties. Après donc Willy Gavara, avec qui nous avons parlé donc de Jean-Roger Adom. On va recevoir à présent Guigui, le vrai grouilleur, qui a énormément de choses à dire, notamment aux artistes. Il est connu sur la toile sous le pseudonyme de Guigui, le vrai grouilleur. Autodidacte, self-made man, Guigui a su signer son retour avec succès dans son pays, la Côte d'Ivoire, où il a décidé de s'installer définitivement. Fini donc la vie en Italie pour cet influenceur-chanteur qui veut aujourd'hui donner la voix face à l'indigence dans laquelle vivent certains de nos chanteurs. Que dira-t-il? Nous le saurons dans quelques instants. Et on l'accueille sur le plateau de PPLK, Guigui, le vrai grouilleur. Bonjour Guigui, le vrai grouilleur, sois le bienvenu, installe-toi. Artiste, chanteur, blogueur, influenceur et qui a énormément de choses à dire, notamment un coup de gueule contre les artistes ou plutôt leurs conditions de vie. Mais en tout cas, tu nous expliqueras tout ceci parce qu'on va voir, on va te découvrir sous ta casquette de chanteur.
Dej-Bétri, moi seul Maillou. Nous vivons dans un monde où la méchance te règne. Nous vivons dans un monde où tout se fait par intérêt. Parce que j'ai plus mes parents, je suis traité de tous les noms. J'ai plus de soutien, je suis à la risée de tous ceux. Jésus oh yo, na yo ma bio. Jésus oh yo, na yo ma bio. Keye la tota pe kulima na yo ma bio. Alors, Kiki le vrai grouilleur, c'est plus de 160 000 abonnés sur Facebook. Tu délivres des messages, tu dis énormément de choses, mais tu as également un parcours qui est très particulier. Tu vis ou tu vivais en Italie jusqu'il y a très peu. Oui. Comment tu pars de la Côte d'Ivoire? Ok, merci d'abord Eva. Ce que je veux dire, je suis sorti de la Côte d'Ivoire le 23 juin 2014. Je suis allé en Tunisie. Et de la Tunisie, là-bas, j'ai fait 1 an, 3 mois. Et de là que je suis rentré en Italie par la voie même que je conseille d'abord à personne. Mais je suis passé par la Libye et voilà. Je suis d'abord allé à l'école, j'ai eu un bac A2 et puis bon, j'étais orienté en philosophie. Mais bon, voilà, par faute de moyens, je n'ai pas continué et j'étais vendeur de ceinture. Vendeur de ceinture ambulant. Oui, vendeur ambulant de ceinture, oui. C'est ce que je faisais. Est-ce que tu as tout essayé avant de partir ou pourquoi est-ce que tu es parti déjà? Bon, je suis parti parce que j'avais plein d'idées, mais je n'avais pas assez de moyens. Donc, il fallait que je sorte pour me faire un peu d'argent. Voilà. Comme tout le monde pense que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Donc, il fallait que je sorte d'abord dans un premier temps pour me faire au moins un capital et puis revenir faire mes affaires. Alors, on a eu Séni Krangba sur ce plateau qui a expliqué son parcours, qui avait été fait de nombreuses difficultés. Toi, tu pars par bateau depuis la... Zodiac. Voilà, il avait dit... Zodiac, en plus, il avait dit que c'était même pas des Zodiacs, c'était des bâches... Des trucs gonflables, oui, effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vis de difficile dans ton parcours jusqu'à l'Italie? Bon, le plus difficile, c'est en Libye que ça se passe. Voilà. En Tunisie, bon, là, j'ai travaillé comme Manawa, aide-maçon. Et après, j'ai commencé à faire mes petites affaires. Comme je dis, j'aime jamais travailler pour quelqu'un. Donc, dans un premier temps, je travaille un peu pour les gens. Et après, moi-même, je me fais un capital et je travaille pour moi. Donc, de là, août 2015, je me jette. On va à la frontière de la frontière. On traverse la frontière à pied et on arrive en Libye. Le plus difficile, c'est en Libye que ça se passe parce que, contrairement à ce que les gens racontent aux gens ici, c'est archi faux. Voilà. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de mairie, il n'y a rien, il n'y a pas de policiers. Tout, chacun est livré à lui-même. Mais paraît-il que tu as fait la prison? Oui, j'ai fait la prison en Libye, effectivement. Combien de fois? Ben non, une seule fois. On était au bord de l'eau, ils nous ont capturés, puis ils nous ont mis en prison. Et puis bon, voilà. On a fait la prison, c'est de la prison que je me suis retrouvé. Voilà. Vous voulez que j'explique? Oui. Comment se passe la prison? Oui, parce que Séni avait été très transparent. Il a expliqué qu'il avait été frappé, qu'on l'avait accroché comme un drapeau. Il avait été il n'y a pas de souci. Ce que Séni a dit, c'est pas faux. Parce que quand je suis rentré en Libye, j'étais d'ailleurs même avec la maman de mes enfants. Et voilà, nous avons 2 enfants Gogois. Et ceux que je mets sur la... Tu es parti avec la mère de tes enfants? Oui, nous 2, on a traversé ensemble et on s'est retrouvés en Libye. C'est au bord de l'eau qu'ils nous ont pris. Ils nous ont envoyés dans un commissariat. Dans le commissariat, un matin, ils nous ont mis dans une voiture. C'était pour aller nous vendre. C'est dans une prison. Bon, c'est une maison fermée où on nous met. Et puis bon, voilà. Et c'est eux qui nous ont achetés. Et c'est à eux maintenant. Oui, nous tous, on était beaucoup. On était. Donc je veux dire ta femme et toi? Oui, elle et moi. Et c'est dans la prison maintenant qu'on vous frappe. On vous donne des téléphones pour appeler vos parents et on vous frappe. Et on vous demande d'appeler vos parents pour dire envoyer de l'argent, tout et tout. Voilà comment ça se passe. En tout cas, comment est-ce que tu t'es sorti de là? Je veux dire, est-ce que pour moi, il faut dire que... Oui, non, moi, je n'ai pas un parent qui a envoyé de l'argent. Moi, j'étais comme, je dis toujours que je suis né leader. Voilà. Donc, dans le groupe, il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi, mais il fallait quelqu'un pour lever la main. J'ai dit qu'il fallait qu'on parte dire à notre coxeur, celui qui nous a envoyé. Certainement, il n'est pas au courant que nous sommes en prison. Vu que c'est au bord de l'eau qu'ils nous ont pris, j'ai levé la main et puis ils m'ont dit, toi, tu es responsable. J'ai dit oui. C'est comme ça qu'ils m'ont mis devant tout le monde. Je sais que plein sont abonnés à ma page et puis bon, ils m'ont mis dans le coffre de la voiture qu'ils m'ont envoyé dans un désert. Et arrivé là-bas, ils m'ont dit, mais toi, tu es sûr que tu as laissé l'argent? Mais tu as l'argent là sur toi? J'ai dit, comment j'ai l'argent? Bon, ils ont pris, c'était les fesses du fusil là qui m'a tapé avec, oui. Il m'a tapé avec et puis je suis sorti de là, il a sorti là. Bon, ils sont déjà au courant que nous mettons l'argent dans les ceintures en fait. En Libye, soit tu nattes tes cheveux, tu mets l'argent dedans, ou soit dans les ceintures, c'est comme ça qu'on cache l'argent. L'argent est cousu à l'intérieur de la ceinture. Voilà, l'argent tu plies et là tu déchires juste un peu, et puis tu mets ça dans le trou. Voilà, et tu peux faire défiler jusqu'à derrière. Donc voilà, ils étaient déjà au courant de ça. C'est là que toi, ton argent était? Voilà, c'est là que j'avais mis l'argent. Et il m'a fouillé. Quand il a su, il allait dans la voiture, il a pris le couteau. J'ai cru que c'était pour me poignarder, mais du coup, c'était pour déchirer là. Il a déchiré, il a repris l'argent. Et j'avais encore l'argent dans la semelle de ma chaussure quelque part là. Je lui ai dit, tiens,
Et c'est comme ça, bon, ils m'ont un peu frappé juste un peu, puis après ils sont partis. Ils m'ont laissé dans le désert. Mais pendant ce temps, ta femme, elle est où? Non, elle reste, elle pleurait même quand je me suis porté. J'ai dit que je devais être celui qui doit aller annoncer la nouvelle au coxeur. Elle pleurait, non, il ne faut pas partir. J'ai dit, ben, personne ne se désigne, il va falloir que je me lève. Donc elle était en train de pleurer dans la prison et puis je me suis levé. Mais comment tu la retrouves après? Oui, de là, quand moi ils m'ont laissé dans le désert, j'ai marché de 11h jusqu'à 14h, j'ai retrouvé Zouara, qui est une ville frontalière à la Tunisie. C'est là-bas, la maison inachevée dans laquelle nous vivions, c'est là-bas que je suis retourné. J'ai trouvé quelques-uns. Vu que le jour où on devait voyager, ce n'était pas tout le monde qui devait voyager. Ils ont pris une partie. Nous qui avions nos femmes, nous on devait partir en premier. Donc je suis revenu retrouver le groupe là et je leur ai expliqué. Voilà, mais pendant 3 jours, je pense que voilà, parce qu'ils m'avaient trop tapé dans le sang, tout ça. Quand je partais faire des tests, c'était le sang. J'ai un ami camerounais qui a acheté des médicaments pour moi. Et de là, on a réussi à savoir où les femmes étaient. Parce que les femmes, quand on les a pris, on les a mis quelque part d'autre. Voilà, donc c'est comme ça. Et il y a même des Noirs avec qui on parlait. C'est un Noir qui a dit, si tu me donnes de l'argent, je peux trouver le réseau. Il a appelé, puis il a su où ma femme était, tout le groupe. C'est comme ça que moi, il y avait quand même Facebook là. Donc, il fallait que j'informe les autres. J'ai informé quelques personnes. Et c'est comme ça que chacun devait donner de l'argent. Oui. Et le change, ça se passe, c'est-à-dire, tu passes, tu mets l'argent là dans la voiture, puis la femme traverse, elles sont voilées, et puis elles viennent. C'est comme ça. Quand tu dis que tu déconseilles à tout le monde de partir, c'est évident, hein, tout le monde le dira, mais quand tu reviens, aujourd'hui ça va bien chez toi, tu as une grosse voiture, tu as des réalisations, tu as des maisons, est-ce que tu n'as pas la sensation de donner l'espoir et l'envie aux jeunes en se disant, c'est vrai, on va partir, on va être tapé, on va être machin, mais on va revenir avec beaucoup d'argent comme toi, Guigui le grouilleur. Ce que je veux dire d'abord à tout le monde, c'est pas tous ceux qui ont traversé la Méditerranée qui sont en Europe qui ont réussi. Non, moi j'ai fait 5 ans et demi en Europe et puis je suis revenu. Voilà, mais il y a des gens qui ont fait 20 ans, il y a des gens qui ont fait 15 ans, c'est pas tout le monde. Donc tout le monde n'est pas forcément en train de réussir parce qu'ils sont passés par là, non. Voilà, je dis que quand ça est déjà en toi, moi, je suis sorti du pays parce qu'il fallait que je cherche un capital. Sinon, les idées, Dieu me l'avait dit. J'avais déjà les idées. C'est juste un capital. Donc, ce n'est pas tout le monde qui traverse là. Même quand on partait, il y a d'autres qui meurent qu'on jette dans l'eau. Donc, il y a tout ça. Il y a des gens qui mouraient même au bord de l'eau. Ah oui, je pense qu'il faut... Ça ne veut pas forcément dire que comme j'ai traversé, c'est pour cela que j'ai réussi. Il faut vraiment passer ce message-là parce que ce n'est pas tout le monde qui devient Guigui. Non, ce n'est pas tout le monde. Mais quand tu traverses et tu arrives en Italie, c'est ça? Oui, en Italie. En Italie, l'intégration, comment est-ce que ça se fait? Puisque là, tu es sans papier. Ok, oui, effectivement. Je suis rentré même en Italie avec un fil de courant dans mon pantalon là attaché. J'avais même pas de chaussures. Oui, j'avais pas de chaussures. Avec ta femme toujours? Oui, oui. Bon, elle, d'abord, à un moment, elle est rentrée, c'est les femmes, elle est rentrée le 6 décembre et moi, je suis rentré le 25 décembre. D'accord. Voilà, le 25 décembre. Quand j'arrive en Italie, elle était dans une ville qu'on appelait Bari. Et puis moi, ils m'ont envoyé à Bologne. Voilà, c'est à Bologne que je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, ils nous ont mis dans des maisons, on était 10 par chambre, dans un camp. Voilà, c'est dans un camp, ils nous ont mis et puis bon, on nous donnait 2,50 € par jour, environ 75 € dans le mois comme un petit. Voilà comment ça se passe. Mais moi, il faut dire quoi? En Italie, il faut aller à l'école pour apprendre la langue. Moi, du coup, comme j'étais déjà, comme on le dit dans nos jargons, j'étais déjà gamé. Donc, je suis coiffeur à la base. Donc, du coup, dans les 2 premières semaines, le petit jeton qu'on nous donnait, je suis allé dans un supermarché, j'ai acheté une machine à coiffer. Et donc, dans le camp, moi, j'ai une tondeuse et moi, je coiffais déjà dans les toilettes. Au lieu d'attendre 2,50 €, moi, je pouvais avoir 10 €, 15 € parce que je coiffais les gens. Il n'y avait pas de coiffeur. Voilà comment est-ce que j'ai commencé. Voilà. C'est un peu, j'ai commencé et à un moment, quand je suis allé signaler que j'ai ma femme, je suis venu avec ma femme. Je ne peux pas être séparé de ma femme. Voilà comment est-ce que les procédures ont commencé. Puis un jour, je l'ai fait venir et du coup, elle est tombée enceinte. Et là, voilà. Comment ça, du coup? Elle est tombée enceinte. Donc, voilà. Par magie. Elle peut pas être enceinte de moi et puis elle va être quelque part. Elle n'est pas tombée enceinte par magie. C'était seulement dans la coiffure ou tu as fait d'autres activités en Italie? Oui, effectivement, après la coiffure, j'ai essayé quand même de travailler en Italie parce que j'ai appris sur Google tout et tout la langue. Donc du coup, j'ai fait un stage quelque part dans un supermarché où j'ai fait quelques mois, mais voilà, 6 mois après, ils m'ont laissé. C'était d'abord dans un hôtel. Voilà, d'où vient d'abord l'idée de mon hôtel. Et de là, je suis allé dans un supermarché où j'ai travaillé 3 mois, ils ne m'ont pas pris. De là, j'ai dit, ben, si c'est comme ça, je vais décharger les voitures. Il y avait une entreprise où on déchargeait les voitures. Je pouvais monter à 16 h et puis descendre le lendemain à 9 h. J'ai fait 1 an, 3 mois dedans. Et à partir de là, j'ai créé ma première entreprise qu'on appelle Guizo Coiffure. D'accord. Alors, on va avancer un peu hein, parce que l'histoire est passionnante, mais on n'a pas suffisamment de temps. On va parler aujourd'hui à présent de tes revendications parce que tu es artiste et comment dire ça? Tu dénonces les artistes qui font des SOS. C'est quoi ton point de vue sur la question? En fait, ce que je dis, je répète encore ce que j'ai dit. Je dis qu'on ne va pas cotiser pour quelqu'un.
Voilà, on ne va pas cotiser pour quelqu'un. Si Dieu t'a donné une petite lumière, il faut profiter de cette lumière-là pour te faire une place. Parce que plein, depuis on était petit jusqu'à aujourd'hui, on voit plein qui, après le succès, font des SOS parce qu'ils sont malades, tout et tout. C'est le moment. Je le dis toujours. Aujourd'hui, c'est laissé faire. Voilà. Il a tout de suite 2-3 vues. Comment s'habiller jour et nuit. Comment être sapé. C'est-à-dire qu'il doit faire 5 directs dans la semaine, que ce soit les artistes, que ce soit le blogueur, je parle de tout le monde. Tout de suite, quand il a 2-3 vues, comment il va se saper. Aussi, il doit faire un direct 5 fois. C'est-à-dire qu'il doit faire un direct 5 fois dans la semaine. C'est-à-dire pendant les 5 fois, il doit porter autre habit, c'est-à-dire un nouveau vêtement. Mais à chaque fois, c'est cet argent-là que tu pouvais économiser pour faire quelque chose. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc je dis à quelqu'un que quand Dieu te rend visite, c'est mes thèmes que j'utilise beaucoup, quand Dieu te rend visite, il faut déposer Dieu sur tabouret. Il ne faut pas déposer Dieu sur tabouret, il faut mettre Dieu dans un fauteuil pour qu'il soit à l'aise. Sinon quand Dieu, ses fesses lui font mal dans le tabouret, Dieu il s'en va. Et il tape ses pieds, quand il sort, il ne revient plus. Dieu rend pas visite. Aujourd'hui, c'est vrai que les artistes, surtout les jeunes artistes, gagnent très bien leur vie. Oui. Il y a des placements de produits, il y a beaucoup de choses, mais ce n'était pas pareil, franchement, pour les artistes d'il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a une artiste, par exemple, comme Ange Kefa de Ma Famille, qui est malade. Dieu merci, le ministère de la Culture et de la Francophonie la prend en charge. Mais on est tous conscients qu'elle a une grande visibilité, mais qu'elle n'a pas gagné beaucoup d'argent. C'est le cas pour de nombreux artistes qui disent qu'à l'époque, ils le faisaient pour la gloire, ils le faisaient, mais le côté financier n'était pas leur première motivation. Ok, avant de répondre même d'abord à la proposition, ce que je voulais dire, à leur temps là, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens avec qui ils prestaient, qui avaient cette même visibilité, qui ne sont pas quelqu'un aujourd'hui? Bien sûr. Mais là, ça dépend de plusieurs circonstances. Il y a des circonstances heureuses qui peuvent te permettre de te réaliser. Et lorsqu'un malheur arrive, il ne touche pas forcément qu'à ta santé, il peut toucher aussi à tes finances et à tes réalisations. Moi, je ne vise pas forcément cette maman-là parce que j'ai même fait la capture d'écran dans mon téléphone. C'est un exemple. Voilà, je voulais aller aussi lui rendre visite. Donc, j'ai déjà fait la capture d'écran. La photo est dans mon téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est là, je veux parler de la majorité. Voilà, pas forcément elle seule, mais je veux parler de la majorité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il y a certains qui disent avant, on gagnait pas. Mais en vent, c'est quelque chose. Exemple, le sac de riz aujourd'hui qui coûte 15 000. En vent, il coûtait 7 500. Il ne coûtait pas 15 000. Au fur et à mesure, les prix avancent. Il faut que les choses montent. Donc en vent, où le sac de riz coûtait 7 000, ou peut-être elle gagnait 100 000. Cette personne gagnait 100 000. Et que ces mêmes personnes aujourd'hui gagnent 300 000. Le sac de riz aujourd'hui coûte 15 000. Dans le temps, il coûtait 7 000. Tu trouves que c'est de la facilité? Je veux dire que chaque chose est faite en son temps. Voilà. Donc, en ce temps-là, ils ont eu quelque chose. Ils pouvaient quand même faire quelque chose. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, quelle solution tu apportes aux artistes ou quelle solution tu proposes aux artistes? Voilà, de manière concrète, je veux dire quoi? Le nécessaire avant l'agréable. Je dis ça toujours dans mes vidéos, le nécessaire avant l'agréable. Tout de suite, je répète encore, quand Dieu te rend visite, quand il y a une petite lueur quelque part, profite tout de suite pour faire quelque chose de ça. Pour toi, c'est quoi le nécessaire? C'est quoi le nécessaire? Le nécessaire, il faut d'abord investir, ce qui pourra te permettre de vivre après. C'est ça qui est le nécessaire. Et non pas, les habits, c'est passager. Les grosses voitures, tout de suite. Moi, j'ai payé ma voiture, ça c'est après. Mais un artiste doit soigner forcément, il doit forcer soigner son image aussi. C'est dans l'image, là, on est resté juste un peu. Mais pourquoi dans l'image et puis vous venez faire maintenant SOS? Vous parlez d'image. Si tu avais déjà profité de ça dans les débuts, là, que tu as fait quelque chose, voilà. Après, maintenant, mais image, bon, on a mis image devant, voilà, maintenant ça va pas, on fait comment? C'est ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il dit le nécessaire avant la grève. Dès que tu as investi tout de suite. Je prends l'exemple que j'ai pris. J'ai dit arriver en Italie. Mes amis, je connais plein. Je dis ça dans mes vidéos. On arrive en Italie. Les premiers sous qu'on nous donne, comment est-ce qu'ils vont faire pour payer les habits? Tout de suite pour faire Facebook, pour montrer aux gens qui sont en Europe. Tandis que moi j'ai pris, je ne vais pas trop me lancer, mais j'ai pris pour moi là, mes 30 € là, pour aller payer une machine à coiffer. C'était le nécessaire avant l'agréable. Et par jour où ils ont 2,50 €, moi je pouvais avoir 10 et 15 €. Parce que j'ai pris ce premier argent pour faire un nécessaire avant l'agréable. C'est vraiment, tu vois, c'est ça. Voilà. Mais à partir de quand tu deviens influenceur blogueur? Bon, il faut dire que j'avais créé déjà ma page en 2018, mais ça n'a pas pris. Je faisais des vidéos pour conscientiser à cause de mon passé. J'ai été vendeur ambulant. Oui, mais comme tu dis, à la base, tu étais coiffeur. Mais pendant que tu étais vendeur de ceintures, en tumulien, tu étais dans les bélodromes, dans les bandudromes. Mais pourquoi tu n'as pas essayé la coiffure? Mais j'étais déjà coiffeur là, je coiffais. Ah donc tu étais coiffeur puis tu étais vendeur de ceintures? Je coiffais déjà. J'avais même mon salon de coiffure à Sabou, à Yamoussoukro. Et je continue à le vendre. En fait, c'est de l'humiliation du monsieur qui t'a dit va à l'école, quitte ici tes ceintures, que tu aies la motivation d'arriver là où tu es. Effectivement, effectivement, même avant-hier, j'ai fait un direct où je disais que c'est toi de ton humiliation. Si quelqu'un t'a humilié de ça, c'est toi de ça pour te faire une place au soleil. Moi, je dis que mes petits ont été humiliés. Et tu deviens vendeur de terrain en plus? Oui, vendeur de terrain, c'est venu après. Voilà, vendeur de terrain, c'est venu après. D'accord. Moi, je suis allé en... Mais à quoi ressemble ta vie d'influenceur blogueur? Bon, quand tu dis à quoi ressemble, sois un peu plus clair pour que je... Attends, il sera plus clair tout de suite, c'est face à Anaconda. C'est parti. Il n'y a pas de souci.
Bonjour Frangin. Tu as traité Didier Congélateur d'ingrat. Oui. Et tu as même dit que Congélateur, c'est pas chanter. Mais toi, quand tu t'écoutes là, est-ce que toi, tu sais chanter que Congélateur? Oui, je sais chanter que Congélateur. Et puis, j'ai jamais dit qu'il sait. J'ai dit qu'il est ingrat. Voilà ce que j'ai dit. Ah non, dans ta vidéo, tu as dit effectivement il est ingrat, qu'il chante pas bien. Il chante quoi même? 18, 19 ans, oui. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est qu'il chante quoi là? Toi-même, tu chantes quoi? Parce que Congélateur, aujourd'hui, sa carrière, ça monte. Hein? Oui. Voilà. Mais il ne s'agit pas de carrière. Moi-même, je me compare pas, mais je dis qu'il ne sait pas chanter. Voilà ce que j'ai dit. Non, comme toi aussi, tu es artiste chanté là. Oui. Est-ce que toi, tu chantes mieux que Congélateur? Tu sais que je chante un peu. Mais vas-y. Mais il a chanté un peu pour te donner. Tu es quoi? Tu es Zouglou, tu es Zoukouben, tu es quoi? C'est que tu sais faire. Ce que je sais faire. Ah ouais? Allez bien, allez mieux. Gigi, on a tout la boca. Yeah. Je ne vais pas t'interrompre. Amourou, on a dreo. Si on met Congélateur là, elle va faire mieux que ça. Oh, c'est faux, tu dis pas vrai, bon, BT sait chanter. D'accord, la preuve en est, on t'a vu donner un terrain à Manadia confirmé. Effectivement. Tu vois? Oui. Mais est-ce que ce terrain que tu donnes à Manadia confirmé là, c'est pour te donner de la visibilité ou mais c'est pour faire un don réel? Parce que toi, dans ton parcours, tu étais vendeur de ceintures. Et aujourd'hui, tu arrives à un stade, quand tu vois un vendeur à bilan, tu donnes un peu d'argent. Mais tu n'as pas donné terrain à un vendeur de ceintures pour le faire grandir, ça m'a déjà confirmé. Ton acte là, c'est pour te faire voir, mais ce n'est pas de la gentillesse en tant que tel. C'est ce que je vais te répondre. Il te dit que la vie, c'est donnant-donnant. Si tu vas même sur ma page, tu vas voir tout est donnant-donnant. Tu as donné quoi aux vendeurs de ceintures? Les vendeurs de ceintures, on voit aujourd'hui. Mais tu n'as pas vu mes vidéos, Anaconda, regarde mes vidéos. Tous ceux qui vendent, vont sur ma page. Mais tu leur donnes 1000 francs, 500. Est-ce que tu leur as donné terrain? Oui. Est-ce que tu as donné terrain à un vendeur de ceintures? C'est ce que je vais te répondre. Calme-toi, je te réponds ou bien. Quand une bouche parle, il faut que l'oreille écoute. Ok, donc tu te calmes et puis tu te réponds à Anaconda. Je suis juste en train de te dire que la vie c'est donnant-donnant. Manager était tous ceux qui ont donné billet d'avion ou bien qui ont donné quoi. Tout le monde cherchait Zier. Non, c'est toi qui es en face de moi. Effectivement, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc tu allais chercher Zier. Je suis un vendeur de terrain, je lui donne pour qu'on achète mes terrains. Donc tu allais chercher Zier. Effectivement, Anaconda. Mais c'est pas une gentillesse réelle. Tu prends ça comme tu veux, mais je dis que la vie c'est donnant. Dieu même on le prie, c'est à cause de quelque chose. C'est pour aller au paradis. Donc tout est donnant. J'ai donné pour qu'il y ait de la vie. Et puis effectivement, j'ai vendu beaucoup après lui. Hein. Oui, quand il est passé, il a donné. Mais tu ne penses pas qu'on doit voter une loi aujourd'hui, enlever les influenceurs blogueurs, carrément, les enlever même sur la planète parce que vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire à part les injures? Il n'y a pas d'injure, on dirait que tu ne connais pas. Je suis influenceur. On te met dans blogueur influenceur, tu es blogueur influenceur aussi, non? C'est ce que je suis en train de dire. Je suis influenceur, je suis motivateur. Tu es blogueur, je suis motivateur. Donc voilà, qui dit influenceur qui est d'injure, blogueur qui est d'injure, tu es cité dedans? Même si on nous enlève, Anaconda, ce que je suis en train de dire, je suis chef d'entreprise d'abord. Faut pas, tu t'as fait parler. Je suis chef d'entreprise. Tu comprends un peu? J'ai hôtel, j'ai résidence, j'ai plein de choses. Sans ça, j'ai vie. Tu comprends un peu? Qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? Mais c'est ce que je dis que moi, je motive la jeunesse. Écoute-moi, je suis d'abord entré, vous parlez, vous qui avez duré dans le showbiz comme ça. Et puis vous continuez toujours là. D'abord, je vous parle. Moi, je motive. Si tu vas sur ma page, tu vois, même les anciens, c'est moi, ils disent toujours à bas les bengués qui ont fait 20 ans en Europe. J'ai fait 5 ans et demi. Et puis je suis revenu. Mon exemple, je veux que les gens se servent de ça. De vendre des ceintures, je suis opérateur économique. Exemplaire. Mon exemple est exemplaire. De vendre des ceintures aujourd'hui, je suis opérateur économique. J'emploie au moins 23 personnes. Et puis les femmes où tu allais voir là, est-ce que tu passes les voir, les donner de l'argent? Oui, je passe. Voilà pourquoi je suis toujours en l'équerre. Va sur ma page, tu vois, je suis toujours en l'équerre. Je suis toujours en l'équerre. Je passe partout pour recevoir les gens. Je cause avec même ceux qui vendent, je leur donne 1000 francs. Qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? Blogueur, influenceur. On va s'arrêter là. Face à Anaconda, on est calme, Anaconda. Vous apportez quoi à la Côte d'Ivoire? Influenceur, blogueur. Kiki, le vrai grouilleur. De Bologne, oui. De Bologne. Oui, tu as gardé le nom de la première ville où tu as atterri. Alors aujourd'hui, tu le disais, hein, tu es homme d'affaires, tu as beaucoup de choses à ton actif. Pourquoi tu décides de te mettre à la chanson? En fait, la chanson, je dis encore, c'est en Libye, quand j'étais en prison, que j'ai écrit cette chanson. J'étais avec... Quand vous allez balancer ça sur la page, vous allez voir, beaucoup vont venir témoigner. C'est en Libye, je disais aux filles qui étaient, il dit, répondez. Et il y a Jésus, je disais à Dieu, si tu me fais sortir de là, parce qu'en prison, j'avais des gens qui appelaient leurs parents pour les sortir de prison. Moi, personne ne m'a sorti de prison parce que j'avais personne qui appelait. Voilà, donc c'est dans cette prison-là que j'ai commencé à chanter. J'ai dit, répondez. Et puis ils ont commencé à répondre. Donc j'ai dit, si je traverse la Méditerranée où les gens sont en train de mourir, je vais en Europe. Le jour où il y a même pire en Côte d'Ivoire, je vais chanter pour aller dire merci à Dieu. Donc toi, en fait, tu dis, à bas ceux qui ont fait 20 ans en Europe, toi, tu t'es parti pour un moment bien précis. Oui. Tu as fini, tu es revenu t'installer en Côte d'Ivoire ou tu vis où aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Je vais de temps en temps pour aller voir les enfants en France. Mais je vis désormais en Côte d'Ivoire. Et madame, elle est en France aussi? Oui, elle est en France avec les enfants. Attends, on fait des madames là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux donner conseil à la jeunesse qui prend les bateaux, mais comment vous appelez ça pour partir? Parce que tu es parti pour ça.
C'est ce que je veux te dire. C'est parce que je suis passé par... En Anaconda, si tu n'es pas passé par là, je n'allais pas donner conseil à quelqu'un. Non, non, non. Si tu n'as pas vu quelque chose, comment tu donnes conseil à quelqu'un? Mais tu donnes conseil de partout, mais de ne plus partir. Non, je dis aux gens de ne pas prendre cette voie-là. Non, je ne peux pas. Si on te disait de ne pas prendre, tu allais faire quoi? Effectivement, comme je n'ai pas vu, tu vois... Non, mais si on te disait pendant que... C'est qui me disait? Celui qui a traversé... Non, je veux dire, avant 2014, il y avait des campagnes de sensibilisation. Non, mais c'était pas aussi... Non, mais maintenant, c'était pas comme ça. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, où il y a eu des trucs, il y a eu... Tout le monde. Et ça, enfin, il y avait Facebook comme ça. Il y avait pas assez de... En 2014, il n'y avait pas trop de Facebook. Si, il y a Facebook. Oui, il y avait Facebook, mais pas aujourd'hui. La manière dont on a accès à ça aujourd'hui. C'est-à-dire, avant même, c'est les petits téléphones qu'on avait. Aujourd'hui, c'est tellement passé. Et qui te dit ça? Il faut que celui qui a traversé soit celui qui soit en train de te dire ça. Il y a un petit risque de confusion. Parce que Séni Krangba, par exemple, quand il est venu et qu'il dit « N'y allez pas, moi je suis parti, ça n'a pas réussi, etc. » Je pense que c'est plus audible. Mais quand toi, tu passes par là et qu'aujourd'hui, tu affiches une belle réussite et que tu dis « N'allez pas par là », est-ce que les jeunes ne se disent pas... Mais il a occupé même avant le terrain. On décrit l'immigration clandestine, de passer par la Libye, les bateaux, etc. etc. C'est des choses à proscrire. Mais... Oui, effectivement, comme même sur ma page, quand je dis de ne pas aller, les gens disent toujours, mais toi, tu es passé par là. Chacun a sa chose. Mais moi, le conseil que je peux donner, je ne vais pas écouter tout ça, le conseil que je donne, je dis, moi, je suis passé par là. Il y a des gens qui sont arrivés en Libye, qui sont allés, mais moi, j'ai souffert. Moi, personnellement, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de passer par là. Franchement, parce que j'ai vécu la misère là-bas et je ne peux pas conseiller à quelqu'un. D'accord, merci beaucoup. Je suis un grand opérateur économique dans ma zone. Guigui, le grand grouilleur. Merci beaucoup, on t'aura sur la scène de PPLK pour ta prestation dans quelques instants. Les coucou. Ok, merci. Je fais mon coucou à M. Ismaël, Fanny, Diaby, Bakary et Yaya Kanté. Et moi, je vais saluer M. Ya Ricardo, dit Joël de Zulukata, Conan Alfredo, Valisila depuis la France et sans oublier Paul Arnaud, le Phoenix. Bah moi, on va rester en Côte d'Ivoire. Je pense à Fadilatou Yankene à Port-Boué et à Grace Stéphanie à Abata. Merci beaucoup et restez sur la 3. Oui. Je fais un coucou à mon ami Saviola, le banquier depuis l'Italie, et à Mayuyu et à Guigui Le Gruyère, son femme. Bisous à vous. Merci à Guigui Le Gruyère. Merci également à Willy Gavara qui était présent sur ce plateau en début d'émission. Et on a une pensée pieuse pour Jean-Roger Adom. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il nous a quittés. Merci encore une fois. Merci à tout le monde en régie. Je vous fais de gros bisous. Merci et rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. Vous le savez, c'est la 3.